Un coach à la une. Aujourd'hui, dans Un coach à la une, je vous propose de nous intéresser à l'utilisation des nouvelles technologies dans le coaching. Pour explorer ce thème, je reçois Edith Coron, qui coordonne le comité Intelligence artificielle, digitale et coaching au sein d'ICF France. Coach et superviseur, Edith nous partage ses réflexions sur ce thème devenu brûlant, avec notamment, bien sûr, la pandémie, qui a obligé les coachs à basculer leurs pratiques en visioconférence, mais également avec les plateformes proposant depuis plusieurs années déjà différents services aux coachs qui les utilisent. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Aujourd'hui, dans Un coach à la une, prenons le temps de réfléchir aux enjeux de ce qui pourrait, demain, devenir le quotidien des coachs. Un coach à la une. Écoutez, un professionnel vous dévoile un élément clé de sa pratique du coaching. Edith Coron, bonjour. Bonjour. Comment es-tu arrivée au coaching ? Par des voies détournées. D'abord, j'étais journaliste pendant 20 ans. J'étais correspondante à l'étranger. J'étais correspondante de guerre en Amérique centrale, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Russie, en Afrique, etc., etc. J'ai fait mes études de journalisme aux États-Unis. Et je suis revenue en France 20 ans après. Et puis là, j'ai changé de métier. C'était un retour qui n'était pas simple. Et ça m'a amené à travailler sur l'interculturel. Parce que l'expérience que j'avais vécue de travailler, vivre à l'étranger m'avait clairement sensibilisée. Je me suis formée sur l'interculturel. Et du coup, j'ai commencé à interagir avec les gens sur cette manière de les accompagner. Donc au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant, qu'il y avait d'autres éléments, d'autres facteurs qui m'intéressaient. Et surtout qu'il y avait des clés que j'avais pas. Il y avait des choses que je comprenais pas bien pour justement que cet accompagnement, il soit le plus pertinent possible. Donc, je me suis formée au coaching parce que j'avais un peu l'impression d'être une Madame Jourdain de la chose et que c'était pas une très bonne idée de le faire sans être compétente. Donc, je me suis formée. Voilà comment ça s'est passé. Mais je reviens très brièvement sur le journalisme parce que je pense que dans ce que je fais en coaching aujourd'hui, le fait que j'ai été journaliste, il y a toujours une strate de cette dimension-là qui fait partie de ce que je suis. Mon passé de journaliste, je pense qu'il a eu un impact et il l'a toujours parce qu'il y a d'abord cette capacité d'aller du macro au micro, la dimension systémique, toutes ces choses-là sur lesquelles je ne m'étais pas ces noms-là quand j'étais journaliste, bien évidemment pas. C'est une capacité de navigation qui m'est totalement naturelle et qui vient de mon passé de journaliste. Pourquoi et comment t'es-tu intéressée au thème du digital et de l'intelligence artificielle en matière de coaching ? Ça s'est passé jusqu'à quand je suis revenue à nouveau en France parce que j'étais repartie pendant 10 ans à l'étranger, j'étais en Chine. Et quand je suis revenue, je me suis impliquée au sein d'ICF parce que j'étais très heureuse d'avoir enfin un chapitre au sein duquel je pouvais fonctionner. Parce qu'en Chine, c'était très difficile de pouvoir travailler dans une organisation professionnelle parce qu'il y a une exigence du gouvernement chinois que ce soit lié au Parti communiste chinois. Bon. J'étais impliquée dans une association professionnelle qui s'appelle APAC, The Asia Pacific Alliance of Coaches, mais c'était tout en distance. Aujourd'hui, ça paraît normal. Bon, c'était un peu une préfiguration de notre réalité d'aujourd'hui. Et on faisait beaucoup de choses avec ICF. Donc moi, je suis membre d'ICF depuis longtemps, depuis 2006. Et donc en arrivant en France, naturellement, je suis allée voir ICF. J'ai commencé à participer aux activités. Et on organisait une conférence en 2018 au titre un peu provocateur à dessein qui était l'intelligence artificielle sera-t-elle le coach de demain ? Et à nouveau, c'est mon petit côté journaliste ou ma curiosité, l'envie de me plonger dans un sujet, de le prendre à bras-le-corps. Et donc, je me suis retrouvée à animer cette conférence en partie, à accueillir le philosophe que nous avions invité, animer une table ronde. Et j'ai trouvé ça passionnant parce que c'était une réalité qui était en train d'émerger, sur laquelle les coachs avaient très peu réfléchi parce qu'il y avait beaucoup d'a priori, beaucoup de méconnaissances, beaucoup d'ignorance. Et ce qui était normal, moi j'étais dans la même situation d'ailleurs. J'ai trouvé ça très très intéressant. On avait des start-upers, des gens qui étaient en train de commencer à créer des outils numériques dédiés spécifiquement au coaching. Donc ça m'a beaucoup intéressée. Comment en es-tu arrivé à coordonner le comité, le chapitre intelligence artificielle, digitale et coaching au sein d'ICF France ? Justement, à l'issue de cette conférence, on s'est dit que c'était un peu bête d'avoir fait ce travail et puis de laisser retomber souffler parce qu'on avait acquis un certain nombre de connaissances. On n'était pas des experts, mais on avait commencé à voir qu'il y avait des pistes qui étaient intéressantes à creuser. Donc, on s'est constitué en comité dans lequel on a plusieurs ingénieurs intelligence artificielle, des spécialistes du digital et qui sont coachs par ailleurs. On est 2 superviseuses de coaching et puis quelqu'un qui a une expérience importante en e-learning et puis des RH. Et du coup, au sein de ce comité, vous avez commencé vos travaux, vos réflexions à partir de 2018. C'est récent finalement. Oui, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience de l'entrée des outils numériques dans le coaching relativement tardive. Deuxièmement, il y avait beaucoup de réticences pour aller voir ça de plus près, beaucoup de suspicions. Il y a une grande partie qui ont été balayées avec l'année Covid, confinement, etc. Parce que nécessité fait loi. On a tous commencé à travailler en distanciel. C'est pas uniquement ce dont nous parlons, mais c'est un premier pas qui a fait voler en éclats beaucoup d'idées préconçues.
conçu. Ça ne veut pas dire qu'on a tout résolu. On a vraiment fait un travail en profondeur sur l'impact du travail en distanciel, sur la relation de coaching, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'écrire. Mais en tout cas, les coachs ont passé le cap. Une peur a priori qui s'est dissipée. Oui, ne serait-ce que là-dessus, sur ce travail en virtuel. Mais il n'y a pas que nous, hein. Relativement au début de la pandémie, les psychanalystes ont commencé à travailler en distanciel, par téléphone ou par plateforme vidéo. Alors de fait, je voudrais préciser qu'en fait notre échange, c'est un partage de réflexion. En aucun cas, ça constitue un état de l'art du sujet et je pense que chaque auditeur a tout intérêt à s'intéresser vraiment à ce sujet, à creuser, à lire, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont disponibles. Est-ce du domaine du fantasme ou de la réalité, Edith ? Pour l'instant, le coaching ne fait pas exception à la règle. Le coaching, c'est un métier, c'est une profession qui s'inscrit dans l'univers dans lequel on vit. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas impacté par des technologies numériques. Ça, c'est la première chose. Après, quand il s'agit de l'intelligence artificielle, il est clair qu'il y a une dimension fantasmatique ou fictionnelle qui est nourrie par la littérature, par le cinéma, par toutes ces choses-là. Et qui est par ailleurs nourrie par le marketing. Donc, cette espèce de frontière ténue entre la réalité et la fiction, nous vivons, nous, en tant qu'individus, dedans. Donc, en tant que coach, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il est important de s'éduquer par rapport à ce genre de choses, de comprendre de quoi il s'agit pour justement faire la part entre la réalité et la fiction. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intelligence supranaturelle qui va remplacer un coach. Ça n'existe pas. Il y a des outils numériques. Certains, on détaillera après, qui font appel à des programmes d'intelligence artificielle, mais qui sont à peine émergents dans notre profession. C'est des petits bouts. Nous en sommes au balbutiement, en fait. Absolument. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Il y a aussi beaucoup de marketing. On nous met de l'IA partout. Donc, il faut que nous, on soit un peu vigilants pour vraiment faire la part des choses. Quand bien même l'intelligence artificielle n'en est qu'à ses balbutiements, moi j'ai une question assez simple, c'est que le coaching relève de la relation humaine. Donc y a-t-il pas un non-sens quasi ontologique à envisager l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce champ particulier que constitue le coaching ? Bien sûr. Et ça, c'est un point de vue, je dirais, très européen, en tout cas français. Parce qu'il y a en fait deux grandes écoles. Il y a l'école humaniste du coaching, où on peut remonter à Socrate, c'est la maïotique socratique. Et puis, il y a la tradition d'un coaching de performance, par exemple, qui vient bien sûr beaucoup plus des États-Unis, où une série d'outils ont déjà été mis à disposition. C'est ce qu'on appelle un peu un coaching machinique. Et ça, c'est des termes qui sont utilisés par Thierry Ménessier, qui dirige la chaire d'éthique dans le hub d'intelligence artificielle à Grenoble, qui est un labo pluridisciplinaire. C'est lui qui parle de ces deux courants. Donc on est au cœur de ça en fait finalement. Et c'est fondamental parce que c'est assez vertigineux, parce que c'est la place de l'homme et de la machine. C'est sociétalement quelle est la place qu'on donne aux machines et quelle est la place qu'on réserve à l'humain. Donc le coaching ne fait pas exception à cette gigantesque question. Donc nous en tant que coach, nous avons la responsabilité de définir cette relation-là entre la machine, parce que les IA ce sont des machines, Il y a un monsieur qui est assez passionnant, qui s'appelle Gérard Berry, qui est informaticien et professeur au Collège de France, qui resitue tout ça. Je vais relire une de ses citations et je trouve ça passionnant. Il faut comprendre la différence entre penser et calculer. Penser, c'est la noblesse de l'esprit. Si on substitue penser par coaching, je suggère ce petit exercice. Et cela reste difficilement explicable. Calculer est bien plus simple et systématique, et pour tout dire, mécanisable. Il s'agit de résoudre un problème précis en suivant un mode d'emploi précis en vue d'une application donnée, par exemple, trier une liste d'objets, multiplier deux nombres, améliorer une photo. L'algorithmique, les algorithmes qui sont au cœur de l'intelligence artificielle, est la science de l'organisation des opérations à effectuer. Elle travaille sur des opérations abstraites, comme l'addition de deux nombres. Pour passer aux opérations concrètes, il faut écrire tout cela de façon bien plus précise, sous la forme d'un programme écrit dans un langage de programmation. Retenez bien que le but final de l'informatique est d'effacer la pensée du calcul afin de le rendre exécutable par un ordinateur, qui lui est une machine fabuleusement rapide et exacte, mais fabuleusement stupide et complètement dénuée de pensée. Je dis ça pourquoi ? Parce que c'est là le rapport entre le coach qui lui pense, a de l'intuition, et les outils qu'on va mettre potentiellement à disposition du coach ou du client, qui n'ont pas d'intention, qui sont pas capables de penser. Elles sont programmées pour rendre un service, c'est une mécanisation de la chose. Et encore moins pour ressentir.
C'est là où c'est troublant. Dans la mesure où on a des outils d'intelligence artificielle qui travaillent sur la reconnaissance des émotions, que ce soit la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale. On a même des capteurs physiques qui vont sentir la sueur, la température, le rythme cardiaque. Ça, c'est utilisé pour les applications de coaching sportif ou santé. On peut imaginer que ça peut être utilisé, si on le souhaite, dans une relation de coaching. Alors, ça pourrait donner des informations. Mais c'est pas parce que la machine est capable d'identifier ses émotions qu'elle est elle-même capable d'émotions. C'est là où il faut pas se faire prendre au piège. Donc du coup, ce qui est en train d'émerger, c'est que pour assister l'humain pour des tâches répétitives et administratives, par exemple, l'intelligence artificielle semble appropriée. Mais pour remplacer l'humain, est-ce possible de mettre les comportements humains en algorithme ? On n'est pas en train de réinventer la roue. On est en train de faire passer des choses qui étaient en forme, analogique, en forme numérique. Le MBTI, étape 1, maintenant ça se fait en ligne avec un programme informatique. Alors peut-être juste préciser que le MBTI, c'est la catégorisation d'un certain nombre de comportements humains. Et je crois qu'il y a 16 types de personnalités. Voilà, c'est les types de personnalités sur le modèle de Carl Jung. C'est le Myers-Briggs, qui est un des tests de personnalité qui est le plus utilisé. En entreprise notamment, c'est extrêmement courant. Exactement. Donc ça se faisait au bon vieux papier carbone. Et puis aujourd'hui, bien évidemment, ça se fait en ligne. Donc on n'a rien inventé. Des prises de rendez-vous, toutes ces choses qui assistent la pratique du coaching dans sa partie administrative, voire plus loin, dans ce qui est tous ces outils psychométriques, etc. Bien évidemment, ils sont accessibles en ligne depuis belle lurette. Donc ça, que ça vienne comme des outils pour le coach, oui, on n'est pas allé sur Mars, Et c'est d'ailleurs ce que proposent certaines plateformes réservées aux coachs, avec ce type d'outils qui simplifient, on va dire, c'est quand même un objectif de simplification, d'optimisation de sa pratique pour tous ces aspects un peu administratifs finalement. Oui, qui ont tout à fait leur vertu d'ailleurs, parce que du coup, le coach, il perd moins de temps à faire des choses pour lesquelles il n'a pas une grande valeur ajoutée, faire un travail de secrétariat, de compta, etc. Et par contre, peut se consacrer à son art, à son travail. Dans les plateformes, on différencie deux grands types. Un type qui sont ces plateformes pour lesquelles le coach paye pour ses services que la plateforme lui fournit, qui peuvent aller d'un annuaire, comme l'annuaire où il va être répertorié, jusqu'à des outils de secrétariat administratif, etc. Et les plateformes qui répertorient des coachs et vont vendre les services de coaching. Et ça, c'est autre chose. Nous avons fait une enquête, International Coaching Federation, entre les Français, les Anglais, les Allemands et global. On est allé voir un petit peu ce qui se passe parce que c'est un phénomène totalement émergent qui correspond à 4 facteurs. Et je crois que c'est important de les expliquer. Au printemps 2021, où on a d'abord un vaste nombre de coachs qui sont sur le marché. C'est une profession qui est en pleine expansion. Donc ces gens-là, ils cherchent du travail. Deuxièmement, on a un glissement, un basculement dans les approches de learning and development, du développement des compétences dans les entreprises, de ce qui était de l'ordre de la formation qui passe vers le coaching, où on s'est rendu compte qu'il y a une pertinence du coaching qui est plus ciblée, qui a plus d'impact, etc. Troisièmement, on a les technologies digitales, numériques. On a toutes ces technologies qui sont à notre disposition pour s'en servir. Et quatrièmement, on a, depuis quelques années, des investissements massifs de fonds d'investissement sur ce marché qui a été défini comme un marché porteur. Donc, on a cette conjonction de 4 facteurs qui font qu'on assiste maintenant à un développement spectaculaire des plateformes de coaching en ligne. Qui sont avant tout des plateformes d'intermédiation, en fait. Qui sont des plateformes d'intermédiation et qui peuvent être complexes, où on a à la fois la mise en relation d'un client avec un coach, on a des modules d'apprentissage en ligne, on a les outils psychométriques, et où on a des outils de feedback, on a potentiellement des enregistrements, on a les questionnaires qui peuvent être échangés entre le coach et le coaché. Tout ceci constitue une vaste quantité de données. Et ça, c'est un des sujets sur lesquels on doit avoir une vraie vigilance. D'abord, la place de ces outils, parce qu'on a une boîte à outils gigantesque potentiellement. Quelle place leur donne-t-on ? Est-ce que ces outils, c'est une fin en soi ? Et quelle est la place du coach par rapport à ça ? D'une part, les coachs doivent être formés. Il faut qu'ils soulèvent le capot pour savoir comment ça marche. Les coachs n'ont pas forcément une idée très claire de la répartition financière entre la plateforme et eux-mêmes. Ils vont un petit peu à l'aveugle, Ce qui est important pour nous de garder en tête, il ne s'agit pas de dire que tous ces outils numériques proposés par les plateformes ne sont pas utiles. Ils peuvent être utiles. En quoi ils nous sont utiles ? En quoi ils complètent le coach ? On parle beaucoup de coach augmenté. Après, si le coach introduit dans la conversation de coaching de l'intelligence artificielle, et de l'intelligence artificielle de manière très concrète, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle peut être capable aujourd'hui de la reconnaissance sémantique, s'il y a des mots qui sont récurrents, des schémas mentaux, il y a toute une modélisation qui peut se faire. Ce qui est important, si on parle de l'introduction d'intelligence artificielle dans la relation de coaching,
Pour l'instant, on sait que ce qui pourrait éventuellement rentrer, c'est la reconnaissance des émotions. Avec le Natural Language Processing, c'est l'analyse du langage naturel par des outils informatiques qui permettent un travail sémantique sur la récurrence, etc., plus les dimensions émotionnelles. Alors c'est intéressant parce que ça peut se faire d'une manière asynchrone, c'est-à-dire qu'on enregistre la conversation, puis on travaille à partir des données ensuite. Soit ça se fait de manière synchrone. Et là, ça veut dire qu'on a un troisième larron dans la relation de coaching, ce qui est quand même pas rien. Et bien évidemment, se pose la question de la confidentialité de ce qui s'est échangé. Ces données qui sont accumulées, qui sont analysées, qui a accès, pourquoi faire, comment c'est modélisé, quid de la confidentialité, quid de l'éthique. On a toute une série de questions qui se posent, auxquelles, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de réponses. Pour assister l'humain pour des tâches administratives ou répétitives, l'intelligence artificielle semble appropriée et il y a déjà des exemples au quotidien pour les coachs comme pour d'autres professions, bien évidemment. Mais l'intelligence artificielle est-elle envisageable pour mettre des comportements humains finalement en algorithme ? Est-ce que c'est possible ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie, c'est déjà le cas. Quand nos clients vont dans un centre d'évaluation, ils sont mis dans des cases, ça a été systématisé. Il y a cette espèce de tentation humaine de vouloir systématiser, cadrer, catégoriser, etc., qui est une manière, j'imagine, de se rassurer par rapport à ce que c'est que l'être humain, parce que tout ce qui est un peu moins contrôlable, c'est plus difficile à gérer. Ce qui se passe dans l'émergence des outils numériques dans notre métier, c'est qu'ils reflètent notre profession, de toute façon. Et c'est un miroir. De la même manière que nous sommes miroirs pour nos clients, ce qui se passe en ce moment, c'est un vrai miroir pour nous. Regardons comment nous utilisons les outils, ce que nous voulons en faire, et ça nous permettra de nous interroger sur ce que nous voulons faire des outils que propose l'intelligence artificielle. C'est pour ça que tu utilises la métaphore du palais des glaces quand tu parles de ce thème ? Absolument, parce que je pense qu'on s'y perd un peu. On rentre dans une espèce de labyrinthe. Donc c'est à la fois grossissant, c'est déformant, mais ça nous permet vraiment de nous regarder. Qu'est-ce que c'est que notre métier ? Qu'est-ce qu'il utilise déjà comme outil ? Qu'est-ce qui est systématisé ? Qu'est-ce qui est vraiment mis au service du client ? Et quelle est l'approche de départ ? Est-ce qu'on est sur une approche d'une philosophie humaniste du coaching ? Est-ce que c'est cette espèce de systématisation vers une performance ? Qu'est-ce qu'on veut ? Ça veut dire que potentiellement aussi la compréhension de cette thématique, voire l'accueil de l'intelligence artificielle, elle peut différer selon les pays. Moi, je pense, et puis ce qu'on voit pour l'instant, c'est que derrière les grandes plateformes, dans certains cas, il y a des coachs, mais souvent, c'est pas fait par des coachs. Mais à nouveau, c'est pas seulement le problème du coaching. Je recommande d'écouter une interview d'un des patrons de l'INRIA. L'INRIA, c'est l'Institut de recherche en mathématiques, en informatique en France, qui est un centre remarquable. Et ce monsieur disait qu'un des problèmes, c'est que la plupart des avancées, des innovations, elles sont le fait d'informaticiens. À partir du moment où on est dans la pluridisciplinarité, où on inclut des philosophes, des sociologues, des coachs, etc., on aura une autre approche. On ne peut pas demander à des informaticiens d'être des sociologues, ils ne le sont pas. Ce qui est développé par Apple, Google et autres, eux, c'est dans une logique d'innovation technologique qui a des implications par ailleurs. Et ben nous, pour nous, c'est pareil. Et ce qu'on voit sur les plateformes, c'est que derrière les plateformes, on regarde un marché. On cherche d'abord à occuper une place sur un marché en utilisant des outils numériques. La réflexion sur l'impact sur notre métier, il n'y a que nous qui pouvons l'avoir, nous les coachs. Ça veut dire aussi que chaque coach a tout intérêt effectivement à se former et même un devoir de se former, de comprendre cette thématique. Moi, je pense que c'est essentiel. Enfin, si on va travailler avec une plateforme, par exemple, il faut quand même comprendre comment ça marche, ce que ça signifie, ce qu'il y a derrière. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire ou pas le faire. J'ai pas d'injonction à donner, mais c'est y aller d'une manière à peu près informée. Peux-tu nous parler de la mécanisation du métier du coaching qui est d'ores et déjà une réalité et ce depuis plusieurs années ? Donc il y a à la fois les outils numériques d'administration, on l'a évoqué, mais il y a aussi les outils de prise de conscience, la boîte à outils numériques, questionnaire feedback, plateforme de sourcing, etc. Oui, mais sur autant d'outils qui sont à disposition que les coachs utilisaient avant. Par exemple, les cartes métaphoriques, on avait des cartes en carton. Maintenant, elles sont sur écran. Tant mieux, c'est merveilleux, c'est notre boîte à outils, on a toutes ces choses-là qui sont à disposition si on veut les utiliser quand on fait du travail à distance. Après, quand on est en présentiel, on peut aussi faire intervenir ces outils si on en a envie. Mais pour moi, ce sont des outils. C'est pas parce qu'ils sont numériques qu'ils sont différents. Il faut désacraliser un peu ça. Ce qui me frappe, moi, et m'interpelle un peu par rapport à certaines plateformes, c'est que le nombre d'heures de coaching, on a beaucoup de plateformes de prise de conscience, par exemple. Une fois que le profil, par exemple, de personnalité, les outils psychométriques, etc., qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a combien de séances de coaching qui accompagnent ça ? Parce qu'on permet à l'individu une prise de conscience, et qu'est-ce qu'il fait de sa prise de conscience ? Est-ce qu'il est accompagné ?
C'est cette alliance qu'il faut définir. Et ça, c'est pas seulement les plateformes en soi, c'est les besoins des clients et des entreprises. Est-ce que les entreprises considèrent qu'une prise de conscience est quelque chose de suffisant ou est-ce qu'il faut aller plus loin ? Je pense qu'il est indispensable qu'on prenne un petit peu de temps pour définir quelques mots-clés, quelques concepts, afin d'aider nos auditeurs à bien comprendre ce thème qui est quand même assez spécifique. Comment tu définirais un algorithme ? Un algorithme, c'est une suite d'opérations mathématiques, d'instructions, qui sont programmées et qui doivent être suivies dans des calculs ou d'autres opérations pour résoudre des problèmes. Et cette programmation, elle est faite par un humain. Il n'y a pas de magie. Le e-commerce, il est basé là-dessus. Le matching. Alors, matching, c'est intéressant parce que là, on commence à rentrer dans quelque chose d'un peu plus subtil. On fait la différence entre le sourcing et le matching. Le sourcing, c'est un annuaire où on a des critères objectifs, l'âge, le genre, l'expérience professionnelle, le nombre de galons sur l'épaulette, etc., etc. Le matching, ça a une autre ambition. On a toujours ces critères dits objectifs et on a par ailleurs une ambition de faire une adéquation entre le coach et le coaché, qui est toujours un peu la dimension complexe, magique. Il y a le côté empirique. Il y a des gens depuis longtemps qui aimeraient rationaliser tout ça. Et la question, est-ce que ça peut être rationalisé ou pas ? Donc, certaines plateformes ont développé ce matching qui procède de la manière suivante. Le coach et le client répondent à un questionnaire qui peut être basé par exemple sur des références de valeurs et partant d'un principe de similarité, ça va faire se rencontrer des gens. Pour moi, à partir du moment où on travaille sur des valeurs, c'est éminemment subjectif. Donc est-ce qu'on peut rationaliser la subjectivité ? C'est une vaste question. Plateforme de coaching numérique. Comment tu définirais ça ? Une plateforme, ça peut être simplement de la mise en relation. L'intermédiation où on met en relation un coach et un client. Et puis après, elles ont plein de formes possibles. Elles peuvent avoir du e-learning, elles peuvent avoir des outils psychométriques, elles peuvent avoir des questionnaires, toutes ces choses. Et puis, on fournit un coach sur des durées, pour des prestations diverses et variées. Et pour des prix très différents. Il y a même des concepts de coach H24. Les applications, c'est ça, hein ? Est-ce encore du coaching ? La question, elle est là. C'est à partir du moment où on machinise, on consomme du coaching. On va chercher un bout de coaching sur des besoins ponctuels, admettons. On est au cœur d'un des grands dangers de ce qui gâte le coaching, c'est que ça devienne un objet de consommation. En parallèle, cette ubérisation des coachs qui deviennent employables à bas prix, ceux qui sont derrière les plateformes, etc. Mais attendez, nous sommes en train de démocratiser le coaching. Ce qui est vrai. Donc, c'est l'argument qui nous est avancé. Mais qui, pour moi, à nouveau, va au-delà, si tu veux, du coaching. Parce qu'on est dans une société où on va chercher des réponses rapides, immédiates, côté un peu recette, pour plein de choses. De la même manière que je vais aller sur mon application pour trouver une recette de cuisine, que je vais plus forcément aller dans mon vieux Larousse gastronomique, ni de passer des heures à apprendre avec ma mère, je vais faire la même chose, je vais aller chercher vite une petite réponse rapide avec mon outil, mon application. Alors, peut-être que c'est bien, peut-être que ça aide un certain nombre de personnes. Alors, si on définit le coaching comme une relation entre un coach et un coaché au service du client et d'un objectif et pour son développement en direction de cet objectif, quand est-ce que l'objectif est défini, par qui, comment, quel est le cadre, etc. Je pense que toutes ces questions-là, il va falloir qu'on se les pose en tant que coach. Il y a des outils qui permettent potentiellement de définir les objectifs. Pourquoi pas ? Donc je pense qu'il faut aller creuser un petit peu, qu'il ne faut pas attendre de ces outils la panacée, mais il ne faut pas non plus voiler la face. Que si on définit le coaching comme cette espèce d'objet de consommation, oui, on peut vraiment se demander si c'est encore du coaching. Alors, parlons rapidement d'une plateforme de e-learning, parce que ça, pour le coup, c'est assez connu. Et c'est comme avoir une grande bibliothèque multimédia. C'est de la formation et ça se fait à distance. Et pourquoi pas ? Alors ça, les coachs, on doit réfléchir là-dessus aussi. C'est comment on accepte le fait qu'on peut faire quelque chose d'un peu hybride, où on a du coaching et en même temps, notre client, il va se faire une formation, je sais pas moi, sur la prise de parole, il va aller le faire avec une formation. Et puis il va revenir, continuer à travailler avec nous sur autre chose. La data, on en parle beaucoup. Alors la data, ça c'est le monstre du Loch Ness. Presque le nerf de la guerre. Eh ouais, parce que, à partir du moment où on parle de numérique, on parle de data. Ça, alors la data, c'est quoi ? C'est beaucoup de données, c'est un mot anglais qui veut dire données. Elles sont d'autant plus importantes que pour travailler en intelligence artificielle, on a besoin d'algorithmes sophistiqués qui travaillent avec des vastes quantités de données, donc on appelle du big data. Et à partir du moment où on a, par exemple, des outils psychométriques, où on a des modules de e-learning dans lesquels on peut tracer les interventions, on a l'analyse du langage naturel,
On peut avoir le travail sur les émotions, enfin, extrapolant. On génère à chaque fois des quantités de données massives. La clé est à quoi ça sert ? Qui les détient ? Qui y a accès ? Qui y a accès ? Et pourquoi faire ? On sait, par exemple, en tant que coach, qu'on doit recadrer de temps en temps nos amis des ressources humaines, de l'entreprise, sur la confidentialité de la conversation de coaching, sur qui a accès aux échanges qui sont faits entre le coach et le coaché. Quand on fait des contrats, est-ce qu'il y a une partie qui est privée entre le coach et le coaché, par exemple ? Là, ça arrive. C'est ce en quoi ces outils sont une excellente occasion pour nous de nous poser des questions. Le fait qu'on puisse savoir que la donnée va le systématiser, que la data va le systématiser, ça nous renvoie à notre responsabilité sur qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Donc, et ça, c'est important parce que certaines plateformes de coaching, par exemple, s'engagent auprès de leurs clients entreprises à travailler sur le rich data, c'est-à-dire d'analyser la donnée, de la peaufiner et de la profiler. S'il fallait définir l'intelligence artificielle. Si on devait se définir l'intelligence artificielle en termes très simples, ça intègre dans des programmes informatiques des algorithmes qui sont complexes, appliqués à une vaste quantité de données. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est qu'on définit plusieurs niveaux d'intelligence artificielle. C'est des acronymes anglais. ANI, c'est Artificial Narrow Intelligence, qui sont en gros les intelligences artificielles que nous connaissons aujourd'hui. C'est une gamme étroite de paramètres. Les programmes sont très précis. On les appelle faibles. Elles sont performantes dans le domaine spécifique dans lequel elles ont été programmées. Par exemple, AlphaGo, le fameux qui avait remporté le jeu de Go, il est super compétent pour faire du Go, pas pour faire autre chose. Après, on a l'intelligence générale artificielle. Et ça imite le comportement humain. Ça peut assumer beaucoup de tâches. On n'en est pas là. Et puis le fantasme, c'est l'intelligence artificielle supérieure, de super artificial intelligence. Et là, elle dépasse le comportement humain. Et c'est de l'ordre de la science-fiction. Et ça, quand on arrivera là, c'est ce qu'on appelle le point de singularité. Mais ça, oui, c'est de la science-fiction. Alors, un chatbot. On en a tous. C'est-à-dire qu'on a eu des arborescences de questions-réponses qui ont été prédéterminées, qui sont programmées, et puis ça tombe dans les cases ou ça tombe pas dans les cases. On va introduire des choses plus subtiles avec l'analyse sémantique, mais ça présuppose quand même une arborescence. La reconnaissance vocale ou faciale. Ce sont des outils qui peuvent être appliqués à plein de choses. La reconnaissance faciale, c'est d'abord des outils de biométrie qui peuvent être très utiles pour retrouver des suspects, des criminels, qui sont aussi utiles pour identifier les dissidents et les manifestants. C'est comme toutes ces choses, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, c'est pour le meilleur ou pour le pire, comme toujours. Donc pour nous, d'un point de vue du coaching, c'est ce en quoi ça va être utilisé dans le traitement de l'émotion. Sur la reconnaissance faciale, on associe des expressions du visage à des émotions. Par exemple, le sourire à la joie. Par exemple, les sourcils froncés à la colère, admettons. Il y a des facteurs quand même très très culturels là-dedans. Ça remonte à des théories d'association de psychologie cognitive qui remontent à des décennies et des décennies. Donc, est-ce qu'il faudrait pas un petit peu adapter ça, le regarder d'un peu plus près ? Est-ce que c'est universel ? Il y a une vraie question là-dessus. Traceur physique. Ça, c'est ce qui se passe dans les apps de coaching ou de santé. C'est la sueur, le rythme cardiaque, la température corporelle. Exemple, Covid, en Chine, on a une application où on envoyait sa température pour pouvoir rentrer dans un lieu public. Réalité virtuelle. En réalité virtuelle, c'est intéressant ça parce que ça substitue un petit peu au jeu de rôle. Faire que quelqu'un joue son propre rôle ou s'observe. Avec un casque, par exemple. Absolument. On est mis en situation. L'analyse asynchrone de données. L'analyse asynchrone de données, c'est tout ce qu'on peut potentiellement enregistrer. On enregistre une conversation de coaching. Ce que nous faisons, par exemple, quand on valide sa certification pour une association professionnelle comme ICF, eh bien, on envoie 2 enregistrements audio plus une transcription de l'échange, avec l'accord, évidemment, du client. C'est un examen pour voir qu'on est dans les clous, qu'on démontre les compétences qu'un coach professionnel est censé avoir selon son niveau de compétence auquel il prétend. Bon, ça pourrait être utilisé pour ça, bien sûr. On a une quantité d'autres éléments, par exemple la récurrence sémantique, les silences, l'émotion, le ton de la voix, enfin il y a des tonnes d'informations qu'on peut extraire. En plus, un coach, il n'est pas omniscient non plus. Il y a plein de pistes, effectivement, à travers ce qui est dit, donc il ne peut pas toutes les saisir en temps réel, il faut qu'il fasse des choix d'ailleurs. Ben ouais. Donc ça a une vertu pour le coaché et pour le coach. Et c'est vrai que c'est plus simple que de faire la transcription de la séance, comme outil de supervision, ou d'aller observer ce qu'il a raté. D'analyse a posteriori, au fond. Après, toutes ces données générées, qui s'en sert, qui a accès, pourquoi faire, etc., etc. Ça, on y reviendra. L'analyse synchrone de données.
Alors là, c'est l'enregistrement et l'extraction en temps réel de toutes ces données qui pourraient être utiles. Voix, émotion, débit, silence. Enfin. Voilà, on en reparlera. Ça signifie que l'intelligence artificielle, dans ce cas-là, c'est une troisième partie. Dans la relation, elle est plus à 2, mais elle est à 3. Alors, je te propose à présent d'écouter ton choix pour faire un intermède à notre entretien et nous en parlerons juste après. Monsieur Theodore Tumley, bienvenue sur le premier système d'exploitation intelligent. Nous aimerions vous poser quelques questions. Allez-y. Êtes-vous sociable ou solitaire? Ça fait un moment que j'ai pas été sociable. Comment décririez-vous votre relation avec votre mère? Merci. Patientez pendant l'initialisation de votre système d'exploitation. Voilà, je suis là. Salut. Bonjour, je m'appelle Samantha. Bonjour Théodore. Bonjour. Tu as un rendez-vous dans 5 minutes. Il serait peut-être temps de te lever, non? T'es trop marrante. Je suis marrante. Super. Je veux tout apprendre, surtout. J'aime ta façon de voir le monde. Je crois que tu seras bientôt prêt à ressortir avec des filles. Comment ça? J'ai lu dans tes mails que tu étais séparée. Dis donc, t'es bien curieuse. C'était comment d'être mariée? Ça peut être magnifique de partager sa vie avec quelqu'un. Comment on peut partager sa vie avec quelqu'un? Ça va, toi? En fait, je m'amuse bien. Je suis heureuse d'entendre ça. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas senti aussi bien avec quelqu'un. Ça fait quoi d'être vivant dans cette pièce, là maintenant? J'aimerais te prendre dans mes bras et te toucher. Comment tu me toucherais? Il faut être fou pour tomber amoureux. C'est une certaine forme de démence acceptée par la société. Comment un papa ordinateur appelle son bébé? Je sais pas. Ma puce. Tu sens que je suis avec toi là, tout de suite. Je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime. Moi aussi. Maintenant, je sais comment on aime. Alors, il s'agit de la bande-annonce du film Her, du réalisateur américain Spike Jonze, sorti en 2013. Pourquoi ce choix, Edith? C'est une extrapolation d'un chatbot où là, c'est un échange entre l'humain et une machine. Donc, quelle est la place de l'humain, quelle est la place de la machine? C'est toute l'interaction entre ces deux personnages. Et là, l'ironie, c'est que l'IA va tomber amoureuse. Donc, qu'est-ce qui est l'ordre de l'humain, qu'est-ce qui est l'ordre de la machine? C'était un petit clin d'œil. Mais si on l'écoute en pensant au coach, d'abord, c'est un petit peu humoristique. Et deuxièmement, ça nous interroge vraiment sur c'est quoi notre vraie valeur ajoutée. C'est ce qu'on appelle une dystopie, donc qui est une sorte de futur cauchemardesque. Juste préciser, donc Théodore, joué par Joachim Phoenix, est un écrivain public divorcé et dépressif qui va se résoudre à interagir intimement avec une intelligence artificielle nommée Samantha, dont la voix est celle de Scarlett Johansson. Donc déjà lui, il est sous le charme, parce que c'est une voix particulière. Et une relation singulière va se nouer entre eux. Et d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à voir ce film parce que je le trouve vraiment important. Mais c'est une vision un peu sombre quand même de notre avenir en tant qu'humain. Bon, je pense qu'il y avait un peu d'humour de ma part, il y avait un peu de provocation. Et pour rappeler aux gens qu'on a le choix, justement. C'est la place qu'on donne aux machines et la place qu'on se donne à nous. Et comment interagir avec la machine, notamment quand elle a une apparence humaine. Bah oui. Moi, j'avais vu en Chine, j'étais allée à des salons d'innovation, c'était il y a au moins 8-9 ans. Il y avait un Japonais qui était là et qui avait amené sur la scène un robot qui parlait, qui était remarquablement humain. Il y a toute cette dimension anthropomorphique. Et ça, je voudrais en parler un petit peu. Nous sommes humains et on donne l'apparence humaine à ce que nous créons. Et c'est là où c'est justement très dangereux. C'est ce que raconte ce film, hein. Et là, c'était la première fois que moi je voyais un robot sur scène, femme, qui était remarquablement humanoïde. Ça fait aussi penser au film Blade Runner, finalement, avec cette apparence humaine qui fait qu'à un moment donné, il y a une confusion possible entre l'humain et le robot. Mais c'est intéressant d'aller voir ces films parce qu'ils nous projettent dans nos fantasmes. Nous qui avons les pieds sur terre et on est ancré dans la réalité de nos clients. Je pense qu'il est vraiment important qu'on s'interroge sur en quoi toutes ces machines, elles vont me servir, en quoi elles enrichissent mon métier, le service que je rends aux autres, ou à l'inverse, est-ce que moi je deviens un serviteur de ces machines? Parce que c'est ça aussi l'équation.
Nous nous les approprions et les mettons à notre service ou nous sommes au service d'eux. Il y a de plus en plus de personnes qui sont formées au coaching qui essaient de se lancer en tant que coach et évidemment la tentation de succomber aux sirènes et aux promesses de travail de ces plateformes qui effectivement t'incitent à accepter ce qui est parfois à la limite de l'acceptable. Ceci ne fait que refléter une réalité de notre marché, où le coaching a explosé, où les écoles de coaching font arriver des brouettés de jeunes coachs, des juniors, sur le marché. Et dans cette réalité-là, il y a une loi du marché dans laquelle s'engouffrent les plateformes. J'ai presque envie de dire que c'est de bonne guerre. Et pas que des jeunes coachs. J'ai été assez frappée dans l'enquête qu'on a faite avec ICF. Elle s'adressait exclusivement aux coachs qui ont une expérience avec des plateformes de coaching. Elle s'est faite au printemps 2021. Et il est intéressant de constater que ce ne sont pas que des jeunes coachs qui vont travailler sur des plateformes. Qu'on a quand même un grand nombre de Professional Certified Coach, qui est le grade numéro 2. Donc, c'est pas que des coachs débutants. Donc à partir du 20 mai, sur le site d'ICF France, seront disponibles les données, enfin en tout cas la synthèse de cette enquête qui a été menée auprès de combien de... Il y a un pool de recherche de 5000 personnes qui sont des volontaires au sein d'ICF Global, à qui cette enquête a été soumise. Et on l'a faite en anglais, en allemand et en français. On travaillait ce projet ICF France, ICF Grande-Bretagne, ICF Allemagne. Peux-tu nous parler de l'expérience ELISA qui a été menée au MIT en 1966 ? On peut dire que c'est l'ancêtre du coach numérique. C'était en fait le premier chatbot qui a été conçu par le professeur Weizenbaum, qui était professeur au MIT, au Massachusetts Institute of Technology. Et c'était des textes, un nombre assez restreint de mots-clés, et qui simulaient la conversation entre un thérapeute et son patient. Ça ressemble étrangement à des échanges qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Alors un exemple, c'est une jeune femme qui dit « c'est vrai, je suis malheureuse ». Bon, c'est en anglais, je vous le fais en français. Le programme répond « pensez-vous que venir ici pourrait aider à ne pas être malheureuse ?» La patiente « j'ai besoin d'aide, cela me semble certain ». Elisa, qu'est-ce que ça signifierait pour vous si vous receviez de l'aide ? La jeune femme. Parce que je pourrais apprendre à m'entendre avec ma mère. La machine répond, parlez-moi de votre famille. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les gens qui testaient ont vraiment cru au bout d'un moment que c'était vrai. Et ça, c'est le test de Turing. C'est quand on croit que la machine est humaine. Et ça a tellement énervé Weizenbaum qu'il a arrêté tous ses travaux sur ce genre de choses parce qu'il supportait pas, justement, ce passage à travers le miroir. En 2016, le théoricien et physicien anglais Stephen William Hawking parle de l'intelligence artificielle comme étant le Janus de notre époque. Que veut-il dire selon toi ? C'est le meilleur et le pire, et ça dépend ce qu'on en fait. C'est comme tout ce qui a été créé par l'homme. Monsieur Nobel, il a à la fois fait de la dynamite. Après, on a nommé un prix Nobel de la paix avec l'argent qu'il avait gagné sur la dynamite, d'accord ? Donc c'est un peu la même chose, c'est que ça peut bien évidemment être utilisé pour des tonnes d'applications éminemment utiles, mais ça peut être totalement dévoyé. C'est ce qu'on voit sur la reconnaissance faciale, qui peut permettre à la fois de fliquer des gens, et puis par ailleurs d'être très utile pour retrouver en biométrie des criminels. Alors en 2018, le théoricien et coach David Clutterbuck a conceptualisé une triangulaire coach, client et intelligence artificielle. Est-ce qu'une nouvelle alliance serait possible selon toi ? Là, je pense que ça nous renvoie au cœur de notre propos. L'alliance est possible si l'outil est positionné en tant qu'outil, dans une transparence totale avec le client, avec bien évidemment son accord, et qu'on définit, qu'on est vraiment dans une approche de coach, c'est-à-dire qu'on cadre la place qu'on donne à ces outils. Et à partir du moment où ce cadrage est fait et bien fait, c'est une vraie triangulation. Il y a un vrai risque que souligne Clutterbuck, qui est intéressant. Dans cette triangulation, un des risques inhérents, c'est qu'il y ait une dépendance sur cet outil tiers. Je pense que c'est intéressant qu'il ait noté ce point de vigilance. Ce qu'on remarque, c'est que notre pratique de demain se décide aujourd'hui. N'est-ce pas indispensable de comprendre un minimum ces questions pour être en mesure de se positionner et de faire entendre sa voix, son avis en tant que coach ? Moi, je pense que c'est essentiel. D'abord, quand on est coach professionnel, on s'engage à un apprentissage permanent. Et on se forme sur nos outils, notre approche, on se supervise, on se remet en question, on s'observe, etc. comme une garantie de qualité pour nos clients. Et puis parce qu'on est dans l'accompagnement de l'humain, donc on a une exigence de vigilance. À partir du moment où on a ces technologies qui font irruption dans notre univers, mais nous avons le même devoir de nous former, d'avoir une compétence. Ça ne veut pas dire qu'on va les choisir, mais au moins on doit savoir ce que c'est. Tu insistes beaucoup dans tes interventions publiques sur la nécessité pour les coachs de définir leur manière d'utiliser l'intelligence artificielle avec une intentionnalité transparente et explicite associée à une responsabilité éthique mature. Peux-tu nous expliquer ?
À nouveau, je pense que c'est le fait à la fois de chaque individu, de chaque coach, d'être intentionnel par rapport à ce qu'il fait. À la limite, utilisons notre langage habituel de coach. On cadre explicitement, on dit ce qu'on fait avec ça, pourquoi c'est là, ce qu'on en fait, ce que le client veut en faire, ce que ça nous apporte. Et là, ça peut être utile. Mais il faut que ce soit dans cette intentionnalité et dans une vraie responsabilité. C'est-à-dire que ces outils, je les mets à mon service, c'est pas l'inverse. Quel rôle peut ou doit jouer les organisations représentatives selon toi ? Les organisations professionnelles ont un devoir aussi d'acculturation par rapport à ça. Alors, on va être à des niveaux divers et variés parce qu'on a un public complexe, éclectique, où on a des gens qui auront une appétence naturelle pour une technologie numérique. Et c'est pas uniquement générationnel. De toute façon, il y a une réalité qui s'impose sur le marché. Et je vais être un peu brutale, mais les organisations professionnelles, elles courent un peu les risques qu'encourent les États-nations par rapport aux GAFA, qui ont complètement ignoré les règles fiscales, déontologiques, etc., et qui ont totalement contourné les règles existantes, les GAFA, par rapport aux États-nations. Eh ben, ça peut être pareil. Il y a une réalité qui peut être créée par les plateformes qui vont imposer des nouveaux critères et dans lesquels les organisations professionnelles peuvent très bien ramer pour avoir quelque chose à dire. Donc c'est important aujourd'hui pour les organisations représentatives d'avoir une parole, finalement d'anticiper et d'aider leurs coachs membres à se positionner. Oui, et c'est pas par corporatisme. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que nous, notre colonne vertébrale, c'est une approche éthique. On a une responsabilité éthique. Donc, c'est repositionner l'éthique au cœur de notre métier. Il me semble important de repositionner ça à sa juste place. Et quid des écoles ? Mais les écoles ont un rôle très important, parce qu'on ne peut pas mettre des coachs sur le marché aujourd'hui sans potentiellement les former, sans repositionner cette éthique. C'est quoi les choix éthiques ? Je pense qu'il y a des choses qui vont émerger, parce qu'il faut les guider, et peut-être même que les fédérations professionnelles vont devoir voir à quel point l'émergence de ces plateformes nous demande à nous interroger, à actualiser nos critères. Il y a des tas de questions qui se posent sur comment on peut travailler ensemble, en collaboration, pour justement faire évoluer, définir et s'assurer qu'il y ait des normes professionnelles qui soient respectées et surtout les standards éthiques qui soient respectés. Alors, ce qui cristallise l'attention avec ces outils digitaux et l'intelligence artificielle, c'est bien sûr les données. Quelle base, quelle protection, qui peut y accéder et pourquoi faire ? Finalement, c'est le point clé. La donnée, c'est du pétrole. Mais oui, parce que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent avec le numérique. Et sachant que nous sommes la matière première. C'est le client et le coach, en l'occurrence, qui vont fournir de la donnée. Nous sommes cette matière première. Donc, est-ce qu'on en a conscience ? Qui contrôle cette matière première ? Enfin, c'est quand même, c'est le nerf de la guerre, là. Une question qui peut venir aussi, c'est n'est-ce pas une belle occasion de renforcer collectivement la déontologie de notre métier dans une optique de protection en premier lieu, évidemment protection de nos clients, mais protection aussi de notre métier ? Mais moi, je pense que oui. Et c'est pas seulement pour les coachs. Nous, on travaille à plusieurs niveaux. On est en cercle concentrique. On peut regarder ça du point de vue spécifique du coach et du métier de coach, dans le travail que nous faisons avec nos clients et dans les questions sociétales qui se posent aussi. On extrapole petit à petit. La question de l'éthique, qu'on peut déplacer après sur un champ plus philosophique, elle commence par nous. Où est-ce qu'on en est par rapport à notre colonne vertébrale éthique avec l'introduction de ces outils numériques et potentiellement de l'intelligence artificielle ? Nous, dans notre métier. Comment on prend en compte la réalité dans laquelle naviguent nos clients, de la même manière où ces problématiques, ces questions-là se posent. Comment on intègre ça dans nos conversations avec nos clients ? Et troisièmement, toutes les problématiques sociétales qui se posent par rapport à ça, on n'existe pas dans une bulle sans oxygène. Je veux dire, on est en plein dedans. Donc il n'y a aucune raison qu'on échappe à l'impact de ces conversations et dont on voit, par le petit bout de notre lorgnette à nous, on voit ces grandes questions. Donc, c'est 3 raisons pour vraiment se positionner en termes déontologiques, éthiques, et du coup, si on glisse sur le côté véritablement macro, en termes quasi philosophiques. C'est la place de l'homme et de la machine. C'est un sujet éminemment vivant. À présent, écoutons le morceau musical que tu as choisi pour incarner le thème de notre entretien, et nous en parlerons juste après.
Alors il s'agit du titre Marco Polo du collectif Duplessis and the Three Violins of the World, sorti en 2010. Pourquoi ce choix, Edith ? C'est un peu la route de la soie. Là, on passe par l'Asie centrale, on passe par la Mongolie, on arrive en Chine. Alors bon, c'est vrai que moi, je l'ai beaucoup écouté quand j'étais en Chine. Donc c'est un petit peu de mon histoire. Il y a un instrument que j'aime beaucoup dans ce morceau, c'est le erhu. C'est une espèce de violon chinois à 2 cordes qui a un son extraordinaire. Sur la symbolique, d'abord j'aime le son. Et j'aime cette idée de ce voyage, de cet aller-retour entre ce qui a été pendant très longtemps, du point de vue de l'Occident, l'étranger par essence, dans lequel moi j'ai vécu. C'est peut-être aussi une espèce de métaphore sur mon nomadisme totalement volontaire, dans lequel il y a plusieurs instruments qui jouent et qui font partie de ce que je suis. Il y a une mélodie avec des instruments complexes, et ben voilà, c'est ce que j'amène à mon coaching. Mais c'est aussi ce voyage vers un espèce d'inconnu qui est celui dont on parle aujourd'hui. La destination finale, on la connaît pas beaucoup. Et c'est cette espèce d'étranger ultime, mais qui en fait nous renvoie à nous, parce que c'est nous qui le créons. Est-ce le lien entre la tradition et la modernité qui a aussi motivé ton choix ? Je pense aussi, parce que il arrive à passer du nomadisme le plus ancestral des steppes d'Asie centrale à quelque chose d'éminemment contemporain. En fait, ça fait une musique complètement contemporaine. Juste préciser que les 3 musiciens qui accompagnent Mathias Duplessis dans ce projet de Fusion World représentent chacun une tradition musicale asiatique très marquée, soit l'Inde pour le sarangiste Sabir Khan, la Chine pour le joueur de erhu Guo Gan et la Mongolie pour le joueur de moringur Enke Jargel. C'est une musique itinérante, profondément nomade. Je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec ton propre parcours. Oui, un peu, oui, mais c'est probablement pour ça que je l'ai choisi. C'est pour ça que ça résonne tellement. Et je pense qu'il y a différents sons. Ce qui me touche, moi, c'est que tous ces instruments, c'est des résonances diverses d'une même musicalité et qui fait une ligne mélodique d'une beauté extraordinaire, avec beaucoup de dynamique. J'ai choisi un morceau qui a un tempo assez soutenu, mais qui me ressemble, oui. J'espère que j'aurai l'occasion de t'interviewer sur ton parcours de coach, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à échanger sur ce sujet. Merci infiniment, Edith, d'avoir accepté cet entretien pour ce podcast. Merci à toi. Merci. Un coach à la une. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr le noter favorablement sur la plateforme ou l'application que vous utilisez. Vous pouvez également le liker, le commenter ou le repartager sur les réseaux sociaux, mais également le faire connaître à vos contacts. Vos questions, réactions ou suggestions sont toujours les bienvenues à notre adresse électronique lemediadecoach@gmail.com. Enfin, vous pouvez vous abonner à nos 2 podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien pédagogique, et Parcours de coach, l'entretien analytique. Merci de votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode. Un coach à la une série créée par David Marion et produite par le Média des Coachs.